Bonjour ou rebonjour, ravi de vous retrouver ici en direct du collège Louise Michel à Alençon pour cette deuxième table ronde qui a pour titre le littoral comme espace naturel. Quatre nouveaux invités sur ce plateau que je vais vous présenter dès maintenant. Donc face à moi, sur ma droite, Mathurin et Nassima. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter l'une. On est également en deuxième année de BUT Carrière sociale, parcours ville et territoire durable. Et on est ici pour représenter notre enquête et notre étude et nos camarades. Très bien. Mathurin, rien à ajouter? Non, tout a été dit. Non, tout est dit. Alors, Tout est quel dit. rapport t'as à la mer, toi? Ah, moi j'habite à Caen. Du coup, la mer, c'est vrai que elle est à un quart d'heure de route en voiture de Caen, donc j'y vais plusieurs fois par mois. Alors, j'y habite là, mais du coup, j'ai un rapport qui est plutôt un lieu de détente où on y va pour profiter avec des amis ou la famille. Et voilà quoi. Et Nassima, toi, Du coup, j'habite à Falaise, c'est à 45 minutes de la mer. J'y m'y rends quelques fois par mois, mais vaguement. Vu que je suis habitée à Alençon, je peux pas vraiment. Et c'est plutôt un climat où je m'y rends en famille, je profite. C'est plutôt, voilà. vu que la plateau télé est mis dans le cadre des cordées de la réussite, on a aussi avec nous deux collégiens, Moubarak et Léon. Bonjour à Bonjour. tous les deux. Moubarak, si tu peux Bah, te présenter, toi. moi, je m'appelle Moubarak, je suis en troisième et je suis au collège Louis Michel et je suis éco-délégué. Super. Bonjour, moi je m'appelle Léon, je suis en 4B et je suis éco-délégué au collège Louise Michel. Et alors, votre rapport aussi, tous les deux, à la mer? Ça vous évoque quoi, la mer? La mer, moi ça me dit rien puisque je suis allé une seule fois et en plus c'était avec le collège. D'accord. Et Ta première fois à Ouistreham, oui, c'était ma première fois. pour le Voilà. débat. Oui. Et toi, Moubarak? Moi, la mer, pour moi, c'est la mer, hein, du sable et de l'eau. Là-bas, il y a quoi? Moi, Elle est salée quand même. Ouais, voilà. En plus, il y en a, ils font pipi dans l'eau. Ah, Ça. Et en plus, moi, je vais à la mer qu'avec l'école. aussi. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. C'est quoi? C'est l'eau que t'aimes pas ou c'est Ou ou la piscine non plus? autant aller à la piscine, hein. Ah, d'accord. Moi je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Je trouve D'accord. que c'est mieux d'aller à la piscine que de partir à la mer. D'accord. Eh ben, on y reviendra parce que la piscine, c'est quand même pas hyper naturel dans sa composition. Je suis Oui, pas mais sûr qu'il y a que à la mer qu'il y ait des gens qui font pipi dans l'eau. Sinon, il n'y aurait pas autant de chlore dans les piscines. Et juste pour présenter nos deux invités, mais ceux qui nous suivent depuis tout à l'heure les connaissent déjà, mais je vous représente donc Sylvie Lecalvez et je savais que j'allais oublier un nom, Dominique Pacori, excusez-moi, du Conseil national du débat public, qui sont les grands invités de cette table ronde. On évoquait la mer comme un espace de vie, mais avant tout, c'est un espace naturel qui a été aménagé par l'homme finalement. Je me tourne peut-être vers les étudiants sur cette question-là. L'homme, il façonne le littoral, il façonne la mer, mais est-ce qu'il a le droit de faire ce qu'il veut finalement? Je crois que Léon, j'ai pris ta question, non? C'était un peu ta oui, question. c'était ma question. Est-ce qu'on peut-on construire ou faire ce qu'on veut à la plage, comme on veut, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut façonner le littoral comme on a envie? On parlait tout à l'heure de maison à 1 million d'euros. Si j'ai 1 million d'euros, est-ce que je fais ce que je veux? Je me construis une grosse villa à Ouistreham, n'importe où. Forcément, il y a des réglementations, que ce soit avec des documents d'urbanisme comme le PLU, PLUI, etc. Mais non, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, où on veut. Il y a forcément des réglementations par rapport aux parcelles, à la zone. Et voilà ce que je peux dire. Tu veux rajouter quelque chose? Au-delà de tout ce qui est réglementaire, il y a tout ce qu'on va faire, il y aura forcément un impact sur le littoral. Si on fait une maison à 1 million d'euros, ça aura un impact. Si on décide, je sais pas, de bétonner la plage, forcément ça aura un impact. Donc on peut pas faire tout ce qu'on veut, parce que derrière il y a toute une biodiversité qu'on va engager. Donc il faut prendre en compte les deux, quoi. Puis en échangeant, tout à l'heure, on a parlé d'aires marines protégées, de zones de protection fortes du littoral. C'est des questions qui ont été soulevées pendant les différents débats que vous avez menés autour des éoliennes.
Oui, alors tout à fait. Alors pour compléter un peu ce qui vient d'être dit, la mer, c'est aussi le fond de la mer, c'est aussi la colonne d'eau et c'est aussi la colonne d'air qu'il y a au-dessus. Il faut imaginer que l'homme n'est pas tout seul dans cet espace et qu'il y a forcément des êtres humains qui ne sont pas aussi des hommes, enfin des êtres non humains qui sont aussi présents, des mammifères, des oiseaux. Et donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, ne serait-ce que pour respecter tout ce qui nous entoure. Et donc pour éviter que l'homme fasse trop de bêtises, on a mis en place une réglementation et on a mis en place ce qu'on appelle des aires marines protégées. Donc des zones qui sont un peu préservées, qui ont un règlement ou pas, qui ont une gouvernance, ou du moins des ordres de grandeur, enfin bon, plus ou moins grandes, excusez-moi, et qui sont plus ou moins réglementées par l'homme et tous les acteurs qui sont aussi présents. Et comme ce n'est pas suffisant, on a décidé, enfin l'Europe a décidé, la France a décidé de mettre en place ce qu'on appelle des zones de protection forte, donc des mini-zones dans ces aires marines protégées qui sont encore plus renforcées et où il y a encore moins le droit de faire ce qu'on veut. Donc, et c'est dans ce cadre, ce débat, il a été demandé au pays, donc à la France entre autres, et la France a demandé à ses façades de mettre en place un pourcentage de zones de protection forte. Et en ce qui nous concerne, c'est seulement 1% de la surface des 28 000 km², donc 280 km². Et sur les autres façades, c'est 3%, et la Méditerranée, par exemple, c'est 5%. Donc voilà, nous, en ce qui nous concerne, on doit mettre en place 1% de zones de protection forte sur notre littoral. Est-ce que vous avez des exemples concrets des choses qu'on n'a pas le droit de faire? Est-ce que c'est dans ces zones de protection forte, on fait moins de prélèvements, donc moins de pêche, par exemple? C'est ce genre de choses? C'est un peu ce qu'il faut clarifier, c'est-à-dire qu'il y a des zones protégées, des aires marines protégées, puisque c'est le nom exact, où la protection, c'est les oiseaux, par exemple. Donc on peut avoir le droit d'y pêcher aujourd'hui, dans certaines aires marines protégées, parce que effectivement, même s'il il peut y avoir des répercussions sur les oiseaux, mais on considère que ça peut être conciliable avec de la pêche artisanale, par exemple. Donc les protections dépendent, et c'est un peu ce qui est en train de changer aussi. En France, il y a énormément de zones de protection différentes. On ne va pas rentrer dans des choses un peu techniques, mais type Natura 2000, etc. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de dire, il y a des aires marines protégées dans lesquelles on peut, comme le disait Dominique Pacoury, faire quand même finalement d'autres activités, même si on protège certaines espèces. Et à l'avenir, on en fera sûrement moins dans ces 1%. Ce sera plus strict. Peut-être il n'y aura plus la possibilité de pêcher, même de la petite pêche. Peut-être non. Et c'est tout ça qui est en débat au fur et à mesure. C'est qu'est-ce qu'on pourra faire demain, et en fonction de ce qu'on pourra faire aussi, où est-ce qu'on va les mettre au sein de ces aires marines protégées, parce que c'est une façon de renforcer davantage la protection dans ces aires marines déjà protégées. Mais pour certains qu'on entend, ils disent que ce n'est pas du tout assez protégé, c'est ce qui remonte. Il n'y a pas assez de contrôle, il n'y a pas assez de budget pour ça. Et pour d'autres, c'est déjà trop. C'est là qu'est tout l'enjeu du débat qui remonte. C'est tout le débat. Et l'autre débat, en fait, aussi, c'était un peu l'objectif, je pense, du débat qui avait été mis en place. C'était la question des éoliennes en mer et de leur implantation, finalement. Ah. C'était, Vous avez complètement raison. Par exemple, alors pour compléter ce que disait Sylvie, on a eu par exemple les îles Chausée, à côté de Granville, je ne sais pas si vous connaissez, à l'ouest de la Manche. Il y a des zones qui sont déjà protégées par l'homme sans avoir de réglementation. Ce sont des usages entre eux, entre pêcheurs, entre gens de l'île, qui ont décidé entre eux de préserver les usages. Et donc eux nous disent, mais ça ne sert à rien de mettre de la réglementation puisqu'on le fait déjà nous-mêmes. Donc voilà, ça c'est un exemple d'autorégulation du territoire. Et alors d'autres endroits, comme le parc naturel marin qui est en face du Touquet Paris-Plage, l'État veut y mettre un parc éolien. Et les habitants, les pêcheurs, les chasseurs, les élus disent non, 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 c'est une zone protégée, vous l'avez décrétée comme une zone de protection forte, enfin une zone de protection plutôt, donc n'allons pas y mettre un parc éolien. Alors que les industriels disent mais une fois que le parc est construit, il ne pollue plus. Peut-être, mais peut-être pas. Peut-être que les mâts produisent, peut-être que la vibration des mâts entraîne des pollutions. Donc eux, ils sont plutôt contre. Vous voyez, donc c'est très variable. Et pour compléter, sur le rien n'est simple, parce que quand on veut mettre en place un parc éolien, il y a, pour la biodiversité, il y a ceux qui disent que ça peut la favoriser parce qu'il y a un effet récif où des coquillages vont se fixer sur les fondations, et puis d'autres qui disent non, au contraire, ça peut même apporter des espèces invasives. Donc on a vraiment sur toutes les discussions et il y a tous les points de vue à écouter. Alors je me tourne vers Nassima Mathurin. Vous avez assisté aux échanges, aux débats, enfin aux groupes de travail aussi qui ont pu être mis en place. Est-ce que ça fait évoluer, vous,
votre cheminement sur les éoliennes, d'avoir écouté ces arguments pour, contre. Oui, forcément. Déjà, Vous en avez retenu. Est-ce qu'il y a des choses, vous avez dit, ah ben oui, ça, j'y avais pas pensé en fait. mais déjà tous les conflits d'usage en fait, que ça engage. Nous, à part se dire, bah, en fait, bah, il y a la pêche, on sait que bah, ça fait forcément un conflit. Après ça, il y a aussi bah, toutes les voies marines, donc là, tous les conflits. Et voir en fait que c'est un territoire qui, dans notre tête, pour nous, la mer, c'est un peu libre, il y a de la place, quoi. Et en fait, c'est déjà occupé par plusieurs choses. Et bah, déjà, il faut réussir à trouver la place pour les éoliennes, faire des compromis pour avec les pêcheurs et pour bah, que tous les usages se mettent un peu d'accord. Donc oui, on a appris quand même pas mal de choses. Et moi, sur ma vision des choses, bah, bien sûr que oui, du coup, moi, j'en parle plus avec mon entourage, avec des amis, pour aussi avoir aussi leur avis et en parler, pas dire, enfin, là, ce qui est un peu, c'est quoi l'enjeu d'aujourd'hui de ça, quoi. Je pense que c'est comme un Mathurin, cette enquête, ça m'a beaucoup apporté comme connaissance sur l'éolien et tout le débat en mer finalement. Et aussi par rapport à tout ce qui est biodiversité et toutes les répercussions que l'éolien peut avoir. Et par rapport aussi aux énergies renouvelables, toutes les évolutions en cours et pour nous, pour les années futures. On pourrait peut-être se dire de façon assez simple, c'est vrai que les éoliennes en mer, finalement, elles vont gêner personne. C'est peut-être mieux que derrière chez moi, dans mon jardin. C'est assez simpliste, mais final, en tout cas pour l'être humain, en tant que tel, peut-être que pour certains. Alors, déjà, il y a plusieurs enjeux, mais imaginons que demain, on se prive de 60% d'énergie fossile. Donc, ça veut dire 60% de notre énergie qui est dépensée à l'heure actuelle dans cette salle, avec les projecteurs, avec la lumière, avec nos téléphones. Demain, on vous dit 60% de la journée, ça ne marchera plus. Donc on se dit comment remplacer cette énergie fossile qui est quand même génératrice de CO2, de remontée des eaux, de changement de température, comment la remplacer par une autre énergie. Donc il nous est proposé, je ne dis pas si c'est bien, une énergie nouvelle, renouvelable en mer, qui est l'éolien. Mais il y a également, on pourrait parler de l'hydrolien, on pourrait parler de l'énergie issue des marées, et donc on pourrait parler de beaucoup d'autres énergies qui seront mises à disposition demain. Donc là, le choix de l'éolien, il a été fait par le gouvernement. Et ce qui doit être fait, comme il nous propose à 40 gigawatts, ça c'est assez important, même très important, ou un peu moins, ou un peu plus. On ne sait pas, le débat peut-être donnerait des solutions. Mais en tout cas, les gens se disent toujours, ils nous disent en général, je ne suis pas contre l'éolien, mais pas devant chez moi. Ou alors je suis OK pour l'éolien, mais au plus loin. Alors quand on est en Centre-Manche, où on était les jeunes, du côté de Barfleur, oui, les parcs seront à 40 km, donc on les voit très très peu. Par contre, lorsqu'on est en face de la Seine-Maritime, la limite de la marée, de notre zone ZEE, enfin de zone économique exclusive, est quand même au-delà de 28 km en gros. Donc là, si les parcs sont au plus loin, on les verra quand même. Et après, d'autres personnes nous disent, oui, mais si vous les mettez loin, pour ramener l'électricité à terre, ça va nous coûter plus cher. Ah bon, d'accord, ok. Mais si vous les mettez loin, ça sera peut-être plus profond. Donc il faudra peut-être de l'énergie flottante. Donc ça nous coûtera peut-être aussi un peu plus cher. Donc vous voyez, tous les arguments sont contradictoires. Il faudra peut-être faire un point moyen pour essayer de trouver une solution. On verra ce que les arguments sortiront de ce débat. Il n'y aura pas de consensus, en tout cas, vraisemblablement. Mais comme le disait Mathurin, c'est une histoire d'impact. Chaque chose que l'on fait crée un impact. Et après, c'est savoir ce qui est acceptable ou pas pour l'être humain, ce qui est acceptable ou pas pour notre société, ce qui est acceptable ou pas pour les animaux, et essayer de trouver le meilleur consensus possible. Léon, Barak, vous avez un avis, vous, sur les éoliennes ou pas? Parce que quand on est en 4e ou en 3e, on s'interroge sur les énergies renouvelables. Non. Est-ce que moi j'ai un avis sur les éoliennes? C'est bien si c'est là-bas et c'est bien si c'est pas là-bas. Tant que tu as de l'électricité, ça va, quoi. Tant que ça me dérange pas. Voilà. Au final, tu es à peu près dans ce qui est dit au débat. Tout le monde est pour, mais si ça peut être loin de mon champ de vision et loin de moi, c'est pas mal. C'est ça. Mais en fait, les éoliennes, vous voyez, c'est grand. Du coup, ça prend de la place. Et il y en a des fois, ils vont à la mer juste pour prendre des photos. Donc, imaginons, je prends une photo, je vois il y a une éolienne derrière. Moi, je supprime. Donc, toi, tu penses que ça dénature le paysage un petit peu? Ouais, voilà. Aussi des choses qui ont été remontées à un moment. Oui, alors,
On a l'exemple, je ne sais pas si vous connaissez les tours Vauban. Ce sont des tours du côté de Barfleur qui sont historiquement là depuis très très longtemps. Et donc il y a des gens qui nous ont dit ah ouais, mais les éoliennes viennent gâcher les tours Vauban. Et il y a des historiens qui sont passés avant et qui nous ont dit mais vous savez, lorsque les tours Vauban ont été construites, il y a déjà quelques centaines d'années, ça venait aussi gâcher le paysage. Et donc à l'époque, les gens disaient ah oui, mais vous allez construire des tours qui vont gâcher le paysage. Et maintenant, ces tours qui sont là depuis très très longtemps, sont en fin de compte un élément historique qu'on voudrait préserver au détriment des éoliennes. Imaginons peut-être par exemple maintenant les pylônes que l'on voit dans nos champs. On a ici, pas très loin d'où on est, de Luis Michel, des châteaux d'eau. Peut-être que lorsque ça a été construit, on disait ça gâche la nature. Et maintenant, est-ce qu'on serait capable de ne pas avoir de château d'eau? Voilà, bon, c'est tout un sujet qu'il faut débattre entre nous et où est l'acceptable. Voilà. Cette question du paysage, elle est quand même très subjective, effectivement, à travers l'exemple de Dominique, on le voit bien. Et quand on est sur les plages du débarquement, c'est très fort. Donc on ne peut pas dire que ce sujet ne ressorte pas. On le voit bien sur des débats sur cette côte-là, où en plus c'est un lieu mémoriel, où l'aspect est vraiment ressorti de façon importante, de dire c'est pour le paysage et un peu en mémoire de ce qui s'est passé sur ce territoire. Donc ça, on l'a beaucoup entendu aussi. Est-ce qu'il y a des zones où c'est plus réceptif ou... Après, il y a des gens qui abordent le facteur économique en disant créer des éoliennes, c'est créer de l'énergie, c'est créer une plus-value, c'est créer des emplois, c'est créer la possibilité pour les ports d'exister. Donc les ports ont peut-être la possibilité d'employer d'autres personnes. Donc d'un point de vue économique, c'est peut-être plus acceptable. Donc il y a le point de vue mémoriel, comme on disait tout à l'heure, il y a le point de vue économique, il y a le point de vue de la biodiversité. Tout est valable. On entend beaucoup d'arguments, comme on disait tout à l'heure, qui sont contradictoires. L'intérêt, c'est encore une fois de trouver, je pense, peut-être des choix moyens qui sont acceptables par tous. Est-ce qu'il y a d'autres idées qui ont été mises? On a parlé de marée, il y avait des usines marémotrices, je pense à la Bretagne, c'est à la Rance, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres idées qui émergent? Oui, alors de vos consultations, peut-être? Oui, vous avez raison. Il y a une première grande idée qui émerge, mais comme tout à l'heure pour la pollution, consommons moins. Est-ce qu'on est capable de moins consommer? Le fameux, la meilleure électricité, c'est celle qu'on utilise pas. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Est-ce qu'on est capable de marcher un petit peu à pied? On est capable de faire 10 km à chaussures de sport pour faire du sport tous les matins, mais on ne va pas faire 2 km pour aller au boulot, par exemple. Voilà. Donc, c'est peut-être l'énergie qu'on ne consomme pas qui est peut-être la meilleure énergie déjà, à ne pas produire. Et puis après, oui, il y a des sources. Il y a maintenant ce qu'on appelle l'hydrogène vert. Il y a de l'hydrolien sur le rat Blanchard à côté de la Hague. Il y a la marémotrice, comme on disait. Il y a la houle aussi qui est novatrice. Et puis les autres énergies qui sont à terre, la méthanisation, le photovoltaïque. Il y a beaucoup de choses qui sont aussi en devenir. Mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que la réduction de toute façon de notre consommation est un peu obligatoire, entre guillemets, dans les scénarios déjà qui sont proposés à l'origine par l'État. C'est déjà inscrit, mais effectivement, après, comment on transforme surtout l'énergie carbonée en une énergie décarbonée et quel mix on peut réaliser dans ce cadre-là. Alors il y a cet enjeu de production d'énergie renouvelable au niveau du littoral, mais il y a d'autres enjeux qu'on a évoqués très brièvement tout à l'heure, avec le réchauffement climatique notamment, l'eau, la montée des eaux, le trait de côte qui va se repousser. Est-ce que, Turin, Nassima, est-ce que vous voyez d'autres enjeux pour l'avenir, pour le littoral? La question piège. J'en ai listé 2, 3. Il y aura la biodiversité, forcément, avec les poissons, aussi avec les oiseaux. Les rats, ça va dépendre, du coup, leur j'arrive plus à parler. Du coup, il y aura un problème par rapport à leurs espèces. Ils vont devoir muter, changer de haute comme situation, s'adapter au climat. Voilà, je vois que ça. Est-ce que tu vois autre chose, Mathurin? En jeu, il y a le tourisme aussi. Je ne sais pas si ça a été dit, mais le tourisme a un impact sur le littoral, donc il va falloir soit le réguler, soit
Peut-être le repenser aussi, avoir un tourisme plus responsable, qui aura moins d'impact sur le littoral. Après, comme autre enjeu, je pense que tout a été dit. Alors, c'est quoi le tourisme? Repenser le tourisme. On peut donner Voilà. quoi? Je... Si on réserve des C'est assez créneaux horaires dur. à Ouistreham Ouais, bah, de pourquoi 2 pas, mais heures c'est... pour aller bronzer sur la plage. Ouais, ça peut. Je sais, le réguler, enfin... Ouais, c'est dur. Le repenser. Peut-être plus sensibiliser, c'est pas parce qu'on est touriste que... Enfin, peut-être pas... Je pense qu'un touriste, il se dit, je viens là juste pour visiter, j'habite pas là, du coup, il se sent moins concerné par ce qu'il visite plutôt qu'un habitant. Et peut-être se sensibiliser, dire, oui, vous êtes en tant que touriste, mais aussi les habitants, et l'action que vous faites en tant que touriste a un impact sur ceux qui y habitent. Je sais pas, par exemple, quand on va dans le sud, il y a plein de touristes qui vont dans le sud. Forcément, je sais pas, ils vont plus consommer, être un peu moins regardants sur l'impact qu'ils vont faire sur ce qu'ils visitent, parce que soit ils sont dans l'euphorie du tourisme, ou alors parce que vu qu'ils n'y habitent pas, s'ils sont moins concernés, du coup, ils vont moins regarder. On aurait une forme de relâchement à tous les niveaux quand on est en Ouais, vacances. c'est ça, je pense. Du coup, peut-être plus les sensibiliser, se dire, vous venez en tourisme, mais il y a aussi les habitants qui ont un impact sur ce que vous faites. Alors, je listais un peu des choses, je ne posais pas la question innocemment. On a vu par exemple à Marseille, dans les Calanques, une régulation finalement. C'est pour ça que mon exemple de 2 heures de plage à Ouistreham, c'était grossir le trait. Mais à Marseille, aujourd'hui, pour préserver le littoral et préserver les Calanques, on ne peut pas y aller quand on veut, il faut réserver. Est-ce que demain, c'est quelque chose qui peut être imaginé à d'autres échelles? Je crois que le Mont-Saint-Michel se pose la question. Si c'est nécessaire, je pense que oui. C'est un futur possible. S'il faut le faire, ce sera fait, je pense. Dominique, vous aviez... Alors, au-delà du tourisme, mais c'est sur aussi, on a vu certains chercheurs nous dire, par exemple, que dans une aire marine protégée, pour qu'elle redevienne à l'origine, il faut une dizaine d'années, entre 5 et 10 ans. Et entre 5 et 10 ans, il y aura de nouveau des poissons, il y aura de nouveau une biodiversité abondante. Mais que faire entre maintenant et les 5 à 10 ans qui viennent? Et donc c'est un peu la question qui est posée, savoir comment faire pour cette phase transitoire et comment la protéger. Et c'est un peu pareil pour les touristes. C'est comment dire à des gens, vous n'avez plus le droit d'aller au bord de la mer, alors que d'autres qui habitent peuvent en bénéficier tous les jours. Donc c'est un peu le partage du bonheur, un peu, si je peux m'exprimer ainsi. Mais on en est peut-être là aujourd'hui, par une abondance de biens. Toujours dans le même ordre d'idées, comment on adapte transitoirement, par exemple, il y a des discussions sur le recul du trait de côte, sur l'enrochement. On fait de l'enrochement qui coûte forcément très très cher pour limiter la remontée, mais c'est forcément temporaire. Donc jusqu'où on va, quelle partie on enroche ou on n'enroche pas, qu'est-ce qu'on sacrifie? C'est ce qu'on voyait avec justement des experts du GIEC qui nous faisaient remonter ça en disant, est-ce qu'il ne faut pas finalement sacrifier certains terrains plutôt que d'enrocher où ça va forcément être à court terme? Et puis, pour revenir sur la biodiversité, dans ce qui est remonté aussi, c'est qu'il existe beaucoup d'études. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur cette question des espèces. Mais ce n'est pas qu'il n'existe rien, mais que le porté à connaissance de ce qui existe est très faible. C'est-à-dire que dans l'opinion, et on le voit bien ici ou n'importe où ailleurs, finalement, on est peu au courant des travaux de recherche qui parfois sont compliqués, parfois sont en anglais. Et il y a aussi sûrement une nécessité, dans ce qui remonte en tout cas, de mettre à la portée du plus grand nombre ces études qui sont faites pour l'instant. Est-ce qu'il y a besoin de vulgarisation finalement aussi? Alors oui, c'est une de nos missions nous, de la CNDP, c'est à la fois de porter l'information au public pour que le public puisse bien participer. Donc c'est pour ça qu'on a, entre autres, beaucoup de modalités différentes qui vont de la grande réunion publique à la discussion à 2 ou 3 personnes, mais aussi avec des infographies, aussi à la vulgarisation, à la simplification, à porter des synthèses à disposition. Et donc on essaye de le faire. Tantôt on réussit, tantôt on a encore des progrès à faire. On le disait, un des enjeux, c'est aussi de sensibiliser les jeunes, parce que c'est eux, finalement, demain, qui vont faire le monde. Et du coup, est-ce que biodiversité, ça parle à tout le monde dans la salle, là, on est entouré de jeunes, ces zones de protection fortes, comment on arrive à faciliter la compréhension de ces enjeux-là, en fait? D'autant plus quand on est à 150 km, nous, de la mer, par exemple, ce qui est d'autant plus compliqué.
On peut parler de biodiversité partout. On est quand même à 150 km de la mer, mais on est quand même très proche d'une grande forêt, de grandes forêts. On peut aussi, hein, même dans des zones humides, on peut avoir des exemples multiples et variés. Bon, oui, on est, nous, très intéressés par les jeunes, non pas parce qu'ils sont jeunes, mais parce qu'ils sont aussi porteurs d'une certaine naïveté qui amène beaucoup et qui nous intéresse et qui intéresse les décideurs, je pense. Et nous, on récolte quand même des arguments de la part des jeunes qui sont excessivement intéressants. On le voit, hein, dans les études qui sont faites par les étudiants ou par les lycéens. On était encore hier soir avec un groupe d'étudiants sur Caen. On a fait le 6 à Caen, des regards croisés entre l'IUT d'Alençon, d'ailleurs, qui s'était présente avec Sciences Po et puis les masters de Sylvie qui sont sur Caen. Et on a vu des choses extrêmement intéressantes sortir des débats. Et donc, on est quand même confiant. On est confiant en cette génération qui va prendre connaissance, qu'elle a besoin de préserver son environnement pour pouvoir vivre et survivre dans ce monde ingrat. Alors, je crois que Moubarak, je sais que vous avez un droit de réserve, mais il avait une question qui va peut-être mettre à mal le Oui, j'avais une personnel un peu plus. question. C'était pour savoir, en fait, c'est quoi le littoral? Ah, c'est pas celle-là, mais c'est le littoral. Tu n'as pas écouté la première table ronde, Farak. Alors, tu peux demander à nos voisins. Ils vont te refaire une petite redéfinition du littoral. Dur. La question sur les éoliennes, Moubarak, normalement. Le littoral, qu'est-ce que c'est? C'est la mer. Enfin, c'est dur à dire. C'est la côte, c'est toute la côte normande. Littéralement, c'est la côte normande. Donc c'est l'espace, un peu la jonction terre-mer, j'ai envie de dire, du territoire. Du coup, en Normandie, du Mont-Saint-Michel à Saint-Maritime, il y a toute la côte normande. C'est tout cet espace-là où on travaille dessus et où il y a de forts enjeux autour aujourd'hui, quoi. Alors moi, j'ajouterais quand même que ça ne se limite pas à notre champ de vision. Il faut qu'on regarde au-dessus et surtout en dessous aussi, dans le littoral. Je pense que il y a le résumé, il y a ce côté de ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas ou au-dessus de nous, en fait, dans le littoral. Ce qui est bien, Moubarak, c'est que tu me donnes l'occasion de dire qu'on pourra revoir en replay après sur YouTube les tables rondes. Comme ça, si vous voulez compléter la définition du littoral, elle avait été aussi donnée sur la première table ronde par Léane et Mathias. Dernière chose, donc sur ces enjeux, montée de l'eau, on en a parlé, tourisme, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont remonté des consultations, des débats au niveau de la mer, des craintes? On sait que dans l'enquête, par exemple, le réchauffement climatique, moi j'étais le premier surpris, l'enquête qui a été faite au collège, très majoritairement, pour les 3/4 quasiment, c'était pas vraiment une inquiétude et un centre d'intérêt en fait. C'était compliqué. La question, est-ce que vous vous sentez concerné par le réchauffement climatique? Il n'y en a que 23% qui ont répondu oui. C'est déjà beaucoup, 23%. Alors c'est pas assez, mais c'est déjà beaucoup quand même. Une personne sur 4, malgré tout. Mais alors, on peut regarder le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, hein, on est d'accord. Mais ce qui aurait été intéressant, c'est de savoir la même question il y a 2-3 ans. Mais je pense que à force d'en parler, à force d'essayer d'expliquer ce qui se passe, essayer de prendre des témoignages, essayer comme on l'a fait avec des étudiants de l'université de Caen, aller sur le terrain, avoir des marqueurs, remarquer quand même que l'eau monte. On entend aux informations qu'il y a des problèmes d'inondation un peu partout, qu'il y a des problèmes. On l'a vu cette nuit sur Alençon, l'eau est tombée abondamment. Et donc, il y a quand même quelques enjeux climatiques qui sont devant nous. Il y a un lien direct entre le CO2, le réchauffement climatique, la remontée du trait de côte, la possibilité de vivre demain comme on a vécu hier. Il faut quand même prendre tout ça en compte. Et c'est aussi les enjeux de décarbonation. C'est les enjeux de changer de mode de vie, peut-être de moins consommer. Oui. Tout ça, c'est quand même devant nous. Alors, c'est peut-être difficile à expliquer ou difficile à comprendre, mais oui, c'est les défis de demain. Alors, on a entendu ça. On a entendu protection de la biodiversité. On a entendu comment gouverner tout ça.
Est-ce qu'on doit laisser que l'État le faire? Est-ce qu'on doit mettre l'État, les acteurs? Est-ce qu'on met l'État, les acteurs et la population? Est-ce qu'on doit mettre les jeunes et les moins jeunes? Les problèmes de gouvernance, donc ça je le dis. Les problèmes aussi, on l'a vu avec les pays étrangers. On a des problèmes, les pêcheurs ont des problèmes avec le Brexit, avec les accords qui sont passés avec les autres pays. Sylvie a parlé tout à l'heure de la pêche industrielle et de la pêche artisanale. On a parlé de l'extraction de granulats. Est-ce qu'on doit toujours l'autoriser pour faire construire des maisons? On a parlé de la décarbonation des ports. Est-ce qu'il faut le faire? Comment il faut le faire? Assez rapidement ou pas? Voilà, il y a plein d'enjeux. On pourrait continuer longtemps. Mais Jusqu'au 26 avril, vous collectez, c'est ça? voilà, jusqu'au 26 Ah. avril, on collecte. Et après, donc, une synthèse, c'est ça? Alors, on a 2 mois pour rédiger une synthèse. On a 2 mois pour proposer au maître d'ouvrage, donc en l'occurrence c'est le gouvernement, cette synthèse de tout ce qu'on a entendu, des arguments exprimés par le public. On y mettra quelques préconisations du public, mais aussi de la CPDP en matière d'information et d'aller vers le public. Et puis le gouvernement aura 3 mois pour nous répondre. 3 mois pour expliquer et ça sera rendu public. Donc il devra se justifier des choix qu'il fera ou qu'il ne fera pas. C'est-à-dire... on est d'accord avec ce que nous a proposé ou pas, on est d'accord avec mettre de l'éolien ou pas, on est d'accord pour protéger les zones de protection fortes ou pas, mais ils diront pourquoi. Voilà. Léon, je te vois prendre le micro. Oui, je voulais dire que tout ce que vous avez dit pendant tout ça, là, que moi et mon camarade ici, nous sommes aussi intéressés, mais que je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé. Ah, alors qu'est-ce que tu veux nous dire, Léon? Mais, non, mais je voulais aussi répondre aussi à vos questions. Ah, tu veux répondre à... Ah, bah alors, auquel tu voulais répondre? Sur l'éolienne. Toi, est-ce que ça te gênerait d'avoir une éolienne, toi? Moi, ta fenêtre de ta chambre, est-ce que si tu vois une éolienne au loin, est-ce que ça va te poser problème? Oui. Oui. Et ça va gâcher ma vue. J'aime pas. Donc ça, oui, forcément. Et toi, le réchauffement climatique, ça te questionne ou pas? Est-ce que ça te fait peur, par exemple? C'est quoi le réchauffement climatique? Alors, c'est le fait que la température, elle augmente, notamment aussi la température des océans, parce qu'on n'en a pas parlé, mais une des questions aussi, c'est la montée de la température des océans, par exemple. Alors, tu vas me dire, c'est chouette, on va se rapprocher de la température des Caraïbes à Ouistreham, peut-être. Mais ça va avoir des impacts sur les poissons, les mammifères, sur plein de choses au final. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, ça ne m'intéresse pas. Non, mais enfin... Je ne cherche pas à savoir si en mode... Si c'est, je sais pas comment dire, mais... J'ai jamais cherché à m'intéresser à ça. Ça ne te touche pas dans ton quotidien, en fait, peut-être? Non, aujourd'hui. je ne le ressens pas. Ça se voit pas. Tant que ça ne se voit pas, c'est pas grave. Et en fait, ce que disent les spécialistes en général, c'est que ce sera trop tard quand on le verra, peut-être. Ce sera quand on arrivera au bout. Et quand on le verra, ce sera déjà trop tard parce qu'on pourra peut-être plus changer les choses, en fait. Il est jamais trop tard. C'est le message d'espoir, alors, peut-être. Sur le 26 avril, la synthèse, donc, avril, ce sera pour fin juin. Fin juin. C'est un document qui va être épais, sûrement. Alors, on va essayer de le faire assez synthétique. On va essayer de le simplifier au maximum. On va aussi en faire, en ce qui nous concerne, la façade Manchester, mer du Nord, avec mes camarades. On va en faire un petit film pour essayer de présenter plus simplement les choses, pour que ça soit adaptable à tous. On le partagera. À la fois on a un site internet qui s'appelle La Mer en débat, où toutes les façades peuvent contribuer, où vous avez des images des gens de l'IUT d'Alençon, entre autres, des gens aussi qui sont venus à Ouistreham. On a quelques photos d'eux sur notre site, on a partagé déjà quelque chose. On a témoigné de leur passage. Donc tout ça est déjà sur le site, mais sera encore plus sur le site à partir du 26 de juin, effectivement. Voilà, vous avez raison. Donc il y aura peut-être une petite synthèse de la synthèse pour les plus jeunes. Je dis, si les collégiens veulent avoir quelques axes... Et on peut s'engager à revenir à Louis Michel et à revenir à l'IUT d'Alençon pour vous présenter les enseignements. Est-ce que Léon, ça t'intéresserait? Alors, le bilan des réunions auxquelles tu as participé Oui. à Ouistreham. Oui, ça m'intéressait. Bon, voilà, Bien, écoutez, presque pris. On prend rendez-vous et puis on reviendra. Alors, on viendra en septembre peut-être pour vous présenter. Si vous êtes encore là, vous êtes en quelle année?
Je suis en quatrième. Mais Ah bon, bah, donc vous serez mon encore là. en camarade troisième. ici ne sera pas là. Il sera plus là, lui. Ah, quel dommage. Ouais, je pense que tu arriveras à avoir son numéro de téléphone. Tu le Ouais, contacteras, il viendra. ouais, Et il sera on pourra revenir vers vous pour vous présenter les enseignements du débat. La Commission nationale du débat public, elle ne se questionne pas que sur la mer, finalement. Donc là, ce sujet-là sera clos, considéré clos en tout cas au 26 juin. Est-ce que vous savez déjà sur quoi vous travaillerez à l'avenir ou... Alors oui et non. Oui et non. Alors, donc, on en parlait encore hier soir. Depuis que la CNDP existe, il y a eu 110 débats sur beaucoup de choses, des choses variées, hein, très variées. Il y a eu 600 et quelques concertations. Bien sûr qu'il y a des concertations en cours tout le temps. Là, par exemple, il y a des concertations sur le nucléaire qui vont recommencer très bientôt. Il y a des concertations sur la mine du lithium. Il y a des concertations peut-être sur une usine d'implantation de retraitement des déchets nucléaires, aussi à Fessenheim. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui existent. Mais il y a aussi des concertations continues. Donc ce débat, qui va se finir bientôt, aura derrière une concertation continue. Et on continuera à rendre compte au public de ce qui se passe dans le cadre de ce dossier, jusqu'à ce qu'il arrive à terme. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'on pourra revenir, leur dire ce qui se passe. Très bien. Mathurin, Nassima, peut-être faire un bilan, et puis Léon et Moubarak aussi, parce que pour vous, les cordées de la réussite, c'est presque la fin avec ce plateau TV du projet. Est-ce que vous en avez tous retiré? Alors pour ma part, beaucoup de choses. D'ailleurs, on est très contents, n'empêche, d'avoir fait ce projet avec eux. Ça a demandé quand même pas mal de temps et de préparation en amont, mais franchement, on est tous très contents de voir là où ça en est et ce qu'on a réussi à faire avec les collégiens. On a quand même appris quand même des choses, c'est-à-dire qu'en fait, que dès qu'on est entre guillemets éloigné en fait du territoire, enfin de la zone de laquelle on veut travailler, dans l'occurrence du coup le littoral, on est dans l'Orne. L'Orne n'a pas d'accès à la mer, donc il n'y a pas de littoral. Donc tout de suite, en fait, il faut. En fait, on voit qu'il y a une. Comment dire, il y a. C'est tout de suite plus éloigné, tout de suite un discours qui est plus vague. Ils ne savent pas trop ce que c'est, la mer, ils ne savent pas trop la représenter. Ils y vont moins souvent. Et en fait, on devait limite un peu réapprendre et leur dire c'est ça, on fait ça à la mer, ce qui se passe. Et pareil, c'est des collégiens, donc nous à l'UT, on apprend surtout à avoir des discours face à des élus qui sont déjà au courant. Et là, on devait reprendre notre discours, le modifier, être plus pédagogue sur certains points. Et voilà, mais on a quand même réussi à faire plein de choses avec eux, comme on a fait tourner un questionnaire dans l'enceinte du collège qui a été monté par eux. Et nous, on était quand même très surpris quand c'est eux qui expliquaient pourquoi le questionnaire dans leurs camarades. Ils ont expliqué avec une précision qui était vraiment forte pourquoi le faire. C'est-à-dire, ils disaient bah voilà, sur la mer, il va y avoir des éoliennes, ça fait débat. D'où le questionnaire. Et en fait, ils ont quand même réussi à s'approprier le projet, le sujet. Donc on est quand même très fiers d'eux. Et voilà. Et autre moment très fort, c'était qu'on est allé à Ouistreham. On a fait une sortie sur la mer. Pour nous, la mer, c'est lambda, on y va très souvent. Eux, beaucoup moins. Et on l'a vu. Ils étaient tout de suite très heureux. C'était un peu... découverte, finalement. Ça. Et en fait, il y en avait un peu partout. On avait beaucoup plus de mal à les cadrer. Mais ça montre qu'ils sont éloignés et que dès qu'ils ils ont pour du plaisir, alors que nous, c'est une habitude. Donc beaucoup de choses de notre part qu'on retient, on est très heureux de le faire. C'est bien aussi de s'apercevoir que c'est cool, oui, d'habitude, carrément. avoir un environnement cool, que certains le découvrent, disent c'est super chouette. En fait, des fois, on oublie qu'on a un environnement cool. Dominique, je crois que vous aviez une question. Ouais, non, je n'étais pas une question, c'était un des principes de la CNDP, c'est l'inclusion. Et donc, ça nous intéresse, nous, de faire appel à tous les publics. Il n'y a pas un public favorisé, il n'y a pas des publics... Ah, je vois que c'est la fin, donc il va falloir conclure. Donc voilà, donc si on avait à les féliciter, les jeunes de Louis Michel, c'est d'avoir participé à un débat, parce que tout le monde a sa place dans un débat, et tout le monde a le droit de parler, et il faut laisser la place à tout le monde. Voilà. Alors Léon Moubarak, vu que je ne vous ai pas laissé beaucoup parler, vraisemblablement, je vais vous laisser quasi le mot de la fin. Je ferai une petite conclusion après pour les remercier. Alors déjà, moi j'ai une question, c'est pour le papy et la mamie. Vous faites quoi comme métier? Vous faites quoi comme métier? Est-ce que c'est... Eh ben c'est un peu notre métier, nous, c'est la concertation. Donc c'est notre passe-temps. Voilà. On va vers les gens et on essaye d'aborder tous ces sujets. Parce que je me dis bien, vous êtes beaucoup à l'aise au micro, du coup ça me disait.
Et les questions, vous les avez, comment on appelle ça? Vous les avez écrites avant ou c'est de l'inspi? Alors, il ne faut pas croire qu'on est à l'aise. On n'est jamais à l'aise devant un micro. Et je peux te dire qu'on a aussi préparé cette réunion en amont et qu'on a essayé de savoir quelles étaient les questions qu'on allait nous poser. Je ne fais pas d'habitude. Et ce qui ne fait pas d'habitude. Et non, on n'est pas à l'aise, on est comme vous. On est stressé, c'est pas évident toujours de pouvoir parler derrière un micro et de pouvoir s'exprimer. Non, vous inquiétez pas. On est comme vous. Y a pas de souci, merci beaucoup. Bon, bah là, je vais passer le micro à mon collègue. Déjà, veuillez excuser mon camarade pour le mot au début, parce que je trouve pas ça très poli de ta part. Très approprié. Ouais, voilà. Donc, comme il disait, oui, je trouve que c'était sympa de passer un petit temps avec vous, que c'était bien les questions et tout, que j'en ai appris davantage et que j'essaierai de faire mieux quand j'irai à la page, même si Ah ben, j'essaie. T'as pas fait de reproche, j'ai Léon. essayé, C'est juste prendre conscience des enjeux. Pour tout le monde, c'est pas forcément toi personnellement. Mais... c'est pas seulement moi qui va changer. Non. C'est tout le monde. Mais je sais que c'est pas facile après. Parce qu'il y a des gens, ils comprennent pas des fois. Ça va être la somme des individualités qui vont faire le changement, par contre. Ouais. Si personne ne change, ça changera pas. Oui. Ah bon, on va essayer de conclure là-dessus. Remercier les participants de cette table ronde. Donc, Dominique Facori et Sylvie Lecalvez pour la Commission nationale du débat public. Léon et Moubarak pour vos questions. Et Nassima et Mathurin, étudiants à l'IUT Grand Ouest Normandie à Alençon. Merci de votre participation. Un grand merci au Collège Louise Michel pour son accueil. Merci aux gens qui sont derrière et qu'on aperçoit derrière moi pour l'éclairage, le son et la régie. Vous signalez que vous pourrez retrouver dans les prochains jours les 2 tables rondes sur YouTube, sur la chaîne InSitu Web TV. Il me reste à vous remercier et à vous dire à très vite. Au revoir.